Dear Valid people. Donc bienvenue pour cette nouvelle conférence Dear Valid People de la rentrée 2024. Nous avons parlé d'un sujet dont on parle très peu et dont on a très peu parlé au cours de ces quelques mois. Il s'agit de sport et de handicap. Si vous en aviez marre d'entendre parler de performance, d'athlètes dans tous les sens, vous êtes à la mauvaise conférence parce qu'on va encore parler de ça. Mais je vous rassure, on va essayer d'avoir un peu un autre regard et en tout cas d'apporter de nouveaux axes de lecture. Et c'est grâce à mes invités ici présentes que nous allons aborder tout ça. Donc juste peut-être avant d'introduire le sujet, de laisser se présenter. Vous le savez, la conférence est enregistrée. Elle est donc disponible ensuite en podcast sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Et si vous avez des questions à poser, levez la main et il y aura Marine qui vous amènera le micro. C'est donc pour le bon enregistrement et le bon son pour la suite en podcast. Et ensuite on essaiera d'arrêter un peu plus tôt, histoire d'avoir un temps d'échange aussi un peu plus informel, parce que la conférence elle amène tout de suite une espèce d'aspect un peu formel, on est sur une estrade, etc. Ça casse aussi peut-être un peu une dynamique, donc on va essayer de changer. Nous on est flexible, on essaie d'évoluer à Dear Valid People et de prendre en compte les considérations de tout le monde. Alors, c'est parti. Donc, quid de cet événement mondial, interplanétaire? Les yeux ont été rivés sur Paris le temps de quelques mois, le temps de cet été. Il n'y avait de place que pour ça, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors on va pas revenir sur l'historique, sur la création des Jeux, quoique finalement dès la manière même d'organiser ce genre d'événement et de conceptualiser ça, il y aurait des choses à dire. Il y a pas mal déjà de discrimination en fait qui naissait à l'époque. Mais en gros là, le focus va être essentiellement sur les athlètes en situation de handicap et sur les Jeux paralympiques, mais pas que, sur le sport de manière générale. Et alors, le traitement des athlètes handi, il est évidemment pas forcément le même que celui des athlètes valides. Valide d'ailleurs est un terme qu'on nomme très peu. On ne va pas nommer les athlètes valides. Par contre, il y a les athlètes handi et il y a les paras, la paranatation, le para-judo, le para-taekwondo. Mais ça aussi, on pourrait y revenir. C'est intéressant de noter ça. Alors, je voudrais juste faire référence au témoignage de Teddy Riner lors d'une intervention toute récente sur une matinale sur RTL le 13 août dernier, qui parlait notamment des super-héros pour parler de ces athlètes handi. Alors il y a eu pas mal de retours et de réactions de la part de ces athlètes en particulier, et ça a été notamment une notion qui est sortie, qui est celle de l'inspiration porn, donc le porno de l'inspiration. Ce concept, il a été théorisé par Stella Young, donc qui est une militante journaliste australienne, en 2014. On en a déjà parlé sur ce podcast, mais voilà, l'idée de l'inspiration porn, c'est l'idée de ne définir quelqu'un que par le fait de sa situation de handicap. Et c'est une représentation donc réductrice du handicap et de la personne avant tout. La personne est héroïsée, mise sur un piédestal de par le fait de sa situation de handicap en elle-même. Donc c'est ça qui a été pointé du doigt dans les médias aussi, c'était de pouvoir sortir de ça, de la condition que tout est en fait, tout n'a attrait qu'à la condition de santé initiale de l'athlète et non à leur performance, en tout cas à leur travail acharné, tout ce qui est type du sport de haut niveau.
Donc c'est vu uniquement sous le prisme du handicap. On y reviendra, c'est une vision qui est très répandue, elle est très banalisée. Et à l'inverse, on arrive sur cette fameuse spirale infernale du soit on est dans de l'héroïsation, la sur-héroïsation, soit la personne handicapée est dans d'un misérabilisme et n'est que une petite chose faible dont il faut prendre soin à différentes échelles. Alors voilà, qu'est-ce qu'il en est finalement de ces représentations ? On a essayé de sortir de ça lors des cérémonies d'ouverture. Le directeur artistique, Thomas Joly, Daphné Burki, qui prenait la parole en parlant, en expliquant ces cérémonies, essayer de sortir de ça, de ce prisme infernal, et de se dire, en fait, on a pris conscience aussi de ce que disaient les athlètes, et on a essayé d'amener autre chose, une autre vision, en tout cas artistique. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce que Paris 24, donc un peu à chaud, je le conçois, peut vraiment faire évoluer et va faire évoluer les choses ? Au sein des Jeux, il va être question de ça, mais pas que, finalement, du sport de manière générale. Est-ce que la médiatisation, elle évolue réellement ? Et quelles sont, finalement, les problématiques principales auxquelles les athlètes handi sont confrontés ? Alors, pour parler de tout cela, merci infiniment à vous deux, mesdames, d'être là. Alors déjà, Anne-Elisabeth Dacremont, bonsoir. Bonsoir. Et Mélina Boetti, bonsoir. Bonsoir. On va essayer d'axer ces temps d'échange sur, je voudrais, 3 thématiques. Donc, en l'occurrence, la médiatisation, la représentation des athlètes handi et du handisport, la classification, qui est un sujet vraiment propre au handisport et sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'attarde un petit peu, et ensuite la discrimination des athlètes, et notamment d'un point de vue soutien financier. Alors déjà, est-ce que je peux vous laisser vous présenter mutuellement, à tour de rôle, brièvement, et le pourquoi vous êtes là ce soir, et qu'est le sport pour vous, à quel point ça a une place dans votre vie. Anne, si tu veux. Alors, moi, je suis joueuse de basket et de rugby fauteuil. Du coup, j'ai eu une maladie quand j'avais 13 ans et donc j'ai découvert le sport vraiment par hasard sur les réseaux sociaux. Bien plus tard parce que du coup j'avais 19 ans, donc entre temps c'est vrai que je savais pas du tout même que ça existait et du coup là maintenant je joue à haut niveau, mais on en reparlera après du coup je pense par la suite. Carrément. Et moi, je suis Mélina Boetti, je suis journaliste et j'ai réalisé plusieurs projets dans les derniers mois autour du sport et du handicap. Et j'ai notamment rencontré Anne-Elisabeth Dacremont sur un des podcasts que j'ai fait, une thématique qui traitait du sport et du handicap dans le cadre d'une série qui s'intitulait Enquête des possibles, où il était question des enjeux sociétaux liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ensuite, je suis en train de réaliser, et c'est en cours de montage, un documentaire qui va s'appeler Valable sur l'histoire entremêlée de 6 sportives en situation de handicap de tout âge, et aussi bien du sport loisir que du sport de haut niveau, avec Anne-Elisabeth aussi qui est dedans, et d'autres athlètes entre 11 et 67 ans. Et actuellement, depuis hier c'est terminé, avant-hier, mais j'ai bossé sur une étude qui traite de la représentation des athlètes femmes dans la presse écrite, et notamment autour de 3 journaux qui sont l'Équipe, Le Parisien et Le Monde. Et j'ai fait ça aussi bien sur les Jeux Olympiques que sur les Jeux Paralympiques, avec évidemment de grandes différences qui ne concernent pas que la binarité homme-femme, mais évidemment la binarité dont parlait Camille, valide-handi. Voilà. Il y a une compilation des binarités qui fait avoir aussi une vision un peu systémique des choses. Alors justement, rentrons un peu dans le vif du sujet. Peut-être déjà Mélina pour commencer, puis après je te redonnerai la parole, Anne. Qu'est-ce qu'il en est de la médiatisation des athlètes, et là en l'occurrence des athlètes handi ? Qu'est-ce que, là sur les analyses et sur les nombreux témoignages que tu as eus aussi dans le cadre de tes différents projets, qu'est-ce qui ressort essentiellement ? Déjà une non-médiatisation, une invisibilisation qui est patente et qui finalement ressort des tiroirs au moment des Jeux. C'est-à-dire que, en fait, du point de vue de l'athlète, déjà on comprend que les Jeux, c'est la fenêtre de tir où il faut être. Si à un moment donné on doit convoquer un des sponsors, 2 de la médiatisation et 3 envisager une carrière à haut niveau,
parce que c'est le cas de peu de personnes en fait. Il y a toujours des ressorts. En gros, c'est un parcours du combattant, quoi, pour arriver à structurer sa pratique. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, du point de vue une fois qu'on est visible, de la façon dont on est traité, il y a souvent d'abord des articles mixtes. Donc là, ça va être des articles qui traitent de l'état du cyclisme français ou de la natation française, avec l'idée évidemment du plan comptable de la médaille. Avec une médaille individuelle qui a plus de poids qu'une médaille collective. Donc une médaille d'une para-athlète ou d'une paracycliste va valoir plus de poids qu'une médaille en cécifoot par exemple, parce que c'est toujours des rapports d'échelle aussi au niveau économique, et qu'un athlète individuel coûte moins aux fédérations et aux instances de manière générale qu'une équipe collective. Donc il y a tout ça, et ce qui a été aussi intéressant à noter là, de manière brève, c'est que dans la médiatisation et en tout cas en presse écrite des Jeux paralympiques, il y a beaucoup d'articles mixtes, c'est-à-dire hommes et femmes mélangés. Donc on fait état, c'est encore une fois, c'est une façon de se dire on l'a traité, regardez, on fait quand même notre taf, mais en réalité, très peu de fois tous les athlètes sont cités, notamment les femmes dans les équipes, et en plus, très honnêtement, si on n'a pas vu à la télé l'épreuve, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a le parcours, ça oui, le handicap il est expliqué, pas toujours du point de vue de la personne en situation de handicap d'ailleurs, des fois par d'autres, souvent. Et surtout, rien à voir avec le geste sportif. Et pour moi, le geste sportif, quand on parle de sport, quel qu'il soit, c'est celui qui permet de sortir de toutes les considérations valides, handi, homme-femme et autres discriminations. Et c'est ce que tu disais, ça fait sortir aussi, de l'héroïsation et de l'autre côté du misérabilisme. Comment tu te situes, toi, Anne, par rapport à ça ? Toi, où tu le vis dans une pratique quotidienne, où tu es en plus dans des sports mixtes, peut-être tu peux expliquer brièvement. Ouais, au niveau de la médiatisation, moi je reviens sur ce que tu dis. Moi je pense que les Paralympiques, j'espère que ça va pas faire justement là, ça a fait une grosse ampleur et qu'après il y aura plus rien, quoi. Et j'espère que non. Je pense qu'après, il faut que nous, on soit derrière aussi, montrer qu'on est là aussi et faire continuer à montrer qu'il y a des matchs encore derrière, sachant que presque tous les matchs que je connais au basket et au rugby, c'est des matchs gratuits. Les gens, ils savent pas forcément. Des fois, c'est pas loin de chez eux, ils sont même pas au courant. Et j'espère que tout ça, ça va évoluer. Là, ouais, tu avais donné l'exemple tout à l'heure quand on en parlait là d'un tournoi international féminin qui a eu lieu donc en rugby fauteuil, qui était organisé donc par le club de Paris dans lequel tu fais partie, CAPSA, et où là il y avait eu pour le coup pas mal de communication, enfin en tout cas d'un point de vue affichage dans la ville. Est-ce que les retombées étaient intéressantes ? Est-ce que tu considérais qu'il y a eu un après ? Alors, ouais, il y a eu un après. Alors, du coup, il y avait énormément de monde. Il y avait beaucoup de monde par rapport au lieu. C'est vrai qu'on était dans un gymnase où il n'y a pas beaucoup de tribunes et du coup, on a dû limiter l'accès. À savoir qu'on avait mis, il y avait 200 affiches dans Paris et on n'a même pas pu mettre le lieu parce que du coup, c'était trop petit là où on était et du coup, c'est-à-dire que les affiches, elles étaient là, mais juste pour montrer qu'il y a eu lieu, mais du coup les gens pouvaient pas en fait venir grâce à l'affiche, quoi. Et il y a une existence dans l'espace public. Ouais. Et ça, c'est quand même déjà, voilà, au moins, ouais, même si tu n'es pas au gymnase ce jour-là. C'est top parce que c'est un partenaire qui a justement décidé de mettre toutes ces affiches dans Paris aussi, et je pense que ça arrive très rarement quand même qu'il y ait des affiches comme ça, autant même qui soient mises dans Paris. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce sujet donc là sur le traitement des jeux de surhéroïsation, et souvent Mélina tu nous parles de dépolitisation. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ça ? Oui, en fait, rapport à tout ce qui est mis en place là pour 15 jours de compétition et cette espèce d'injonction à ce que la fête soit populaire, à ce que ce soit nourri de bonnes intentions, avec des mots valises comme l'inclusion, comme l'accessibilité, comme tout ce en fait qui pêche
le reste de l'année dans la société et pour lequel énormément de gens n'ont même pas on n'est même pas éduqué à avoir une hypervigilance à cela. Et donc forcément, les pouvoirs publics jouent ce jeu de cette espèce d'obscurantisme latent des privilégiés, donc des valides blancs hétéros, pour être... non mais c'est vrai. Hommes, évidemment. Donc... oui, je trouve qu'il y a une dépolitisation parce qu'en fait, on ne parle plus des vrais sujets. Tout est béni oui-oui. D'ailleurs, on décrète la trêve olympique et la trêve paralympique. C'est pas pour rien que dans la société actuelle et ce qu'on vit en termes de remous démocratique, il y a eu toute ces éléments de langage, quoi, cette dynamique autour des jeux. Ça n'a pas empêché Macron de se faire siffler au Stade de France, donc ça c'est quand même assez chouette. Mais voilà, c'est pas en fait le sport n'est pas le sport n'est pas la tribune politique qu'on veut bien entendre, et pourtant les athlètes ont tous et toutes une voix politique dont ils commencent à se servir, et je pense qu'en fait le vrai relais il est dans la conscientisation qu'ont les athlètes d'être au cœur du jeu et au cœur du spectacle. Ils font le spectacle, il faut à un moment donné qu'on parle de leur performance, qu'on comprenne en fait ce que ça signifie de suer, de mouiller un maillot et tout ça avec peu de moyens. Donc voilà, c'est en ça où je dis qu'il y a une espèce comme quelque chose d'un peu anachronique, quoi, entre ce moment géantissime et le reste du temps qui file, ouais. Quoi. Et à la fois, j'ai l'impression que c'est un peu à la base même des jeux, et en l'occurrence donc de cet événement vraiment rarissime dans une vie et interplanétaire, de calquer et de caler tout sur le concept même de la performance et de la surhéroïsation de tout athlète finalement. Donc Andy, c'est exacerbé, mais valide, il y a quelque chose où on tombe quand même dans l'exploit et dans le spectaculaire, quoi. Et je trouve que c'est difficile de sortir, d'avoir un regard extérieur. En même temps, on peut pas trop être extérieur quand il y a plus de, je sais pas combien d'heures de direct par jour et qu'on ne parle vraiment que de ça. Mais en tout cas, de prendre un peu de hauteur sur ce qui fait de quelqu'un un sportif, une sportive, quoi. Tu vois, en fait, je me faisais la réflexion en parlant de l'inspiration porn ou quoi. Je me suis dit, mais est-ce que finalement il n'y a pas un petit peu d'inspiration porn partout, dans tout traitement et dans tout athlète là durant des jeux, parce que tout tourne autour du concept de la performance et de la surpuissance, quoi. Enfin, ce que tu peux dire, déjà bonsoir. Mais moi je pense qu'en fait l'inspiration porn il se joue entre les athlètes et les athlètes handis. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer de la même manière un athlète valide et un athlète handi. Tu l'as dit toi-même, on parle d'athlète, point, et d'athlète handicapé. Pourquoi on fait cette distinction ? Enfin, comme on a pu aussi le dire dans une conversation, dans un hors-série de DVP, est-ce que ça ne part pas de là la domination ? On va parler d'athlète et pas d'athlète valide, mais par contre on parle d'athlète handi. Moi je pense qu'en fait elle se joue là, cette différenciation. Après la différenciation entre les gens lambda et les sportifs, je pense que là c'est un autre sujet qui est aussi en lien avec l'histoire des Jeux Olympiques en fait de l'Antiquité, où il y a aussi cette narration qui est donnée. En fait on vend une narration comme au cinéma, on vend de la poudre aux yeux aux gens, et on l'a très bien vu. J'ai pas vu la cérémonie d'ouverture, de fermeture des Paralympiques, mais par contre j'ai vu aux Jeux Olympiques, c'était ça, on voyait les gens qui étaient là ensemble, et j'entendais les journalistes qui arrêtaient pas de dire ça, c'est beau de voir tout le monde ensemble,
tous ces pays ensemble pour un seul événement. Et je sais pas si pour les Paralympiques, il y a aussi, on va dire, cet événement-là qui est donné, on se rejoint tous pour un événement. Pour moi, là, dans la catégorisation, effectivement, le qualificatif de dire athlète sans qualificatif et athlète handi, c'est vraiment une histoire de catégorisation de l'importance de la performance et de l'importance surtout de ce qu'elle rapporte. C'est-à-dire du système économique qu'il y a derrière, du système médiatique et des retombées qui rend tout le système sport-spectacle, sport moderne possible. Donc c'est exactement ce que tu disais aussi Camille en introduction, c'est-à-dire c'est le parasport, c'est à côté d'eux, donc à côté du sport qui serait le plus vertueux si on prend l'échelle du sport, la définition du sport performatif, compétitif. Ensuite le sport de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il participe d'un système capitaliste où les vies sont mises en concurrence. Les êtres sont hiérarchisés, il y a un gagnant, un perdant, donc déjà de fait c'est très difficile de venir contrer la binarité, quelle qu'elle soit, toutes les binarités, toutes les discriminations sur la base du terrain de sport. Après effectivement c'est l'arbre qui cache la forêt, de dire que c'est un rassemblement, c'est un événement, c'est populaire, c'est géantissime, ensemble, plus haut, plus fort, plus vite, ils ont rajouté ensemble là dernièrement, ils ont fait écrire ça dans la morale Coubertine. Mais ensemble déjà, en athlète, jeux olympiques, jeux para, ils sont pas ensemble puisqu'il y a déjà 2 semaines de décalage. C'est pas le même nombre de jours, c'est pas le même nombre d'épreuves, c'est pas le même nombre d'athlètes en présence. Il n'y a pas de parité dans les Jeux olympiques. Il y avait la parité décrétée comme la grande affiche antidiscrimination pour les paras, c'était pas le cas, tout simplement parce que il y a moins de viviers, il y a moins d'athlètes femmes parce que forcément ils y sont pas conviés. Enfin, en gros, ça fait réenvisager toute la boucle, c'est-à-dire avec qui on part et comment on organise la pratique à la base. Dans les clubs, est-ce qu'il y a des clubs qui sont... Là, on a dit, il y a 3000 clubs inclusifs. Ça veut dire quoi, être un club inclusif? Est-ce qu'on questionne vraiment les personnes intéressées? À quel moment elles se sentent inclus? Sur quels critères? Enfin, du coup, ça fait repenser tout le système, mais ça vient... pour moi, ça vient déjà des langages, des éléments de langage et des qualificatifs et de ce truc de para... Non, moi dans mon étude, là, je faisais des relevés, je mets quelle discipline, cyclisme, natation, voilà, c'est Bokia, Vas-y. Bonsoir. C'est justement une question que je me suis posée. Moi, j'ai été choquée, et je suis choquée, qu'on distingue Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Sans avoir de réponse au début. En me disant ok, parce que j'écoutais France Info, il y a besoin de temps pour organiser les espaces différemment. Là, je me suis dit ouais, ça peut être une réponse. En même temps, tu peux t'organiser en amont, après tout. Mais qu'en pensent les athlètes en fait? Et du coup, j'en profite, je te pose la question, parce que peut-être c'est important de revendiquer aussi, alors sans porter au nu, mais en tout cas de revendiquer qui on est. Et même si on n'est pas seulement défini par son handicap, ça en fait partie. Donc peut-être c'est important pour toi, tu vas me dire, et tu représentes pas tout le monde non plus d'ailleurs. Mais est-ce qu'il faut distinguer les deux ou pas? Moi, naïve et j'aime l'utopie. Je me dis, il faut pas distinguer. Le vrai ensemble, on distingue pas. Et puis on se démerde pour l'organiser, en gros. Bon, alors voilà. Moi, après, c'est mon avis. C'est sûr qu'il y ait 2 semaines d'écart, je trouve que c'est dommage. Pour moi, je préférerais que tout soit d'affilée, quitte à si on sépare, mais au moins que ça soit dans la continuité, qu'il n'y ait pas genre une fin et on rallume la flamme, qu'il n'y ait même qu'une seule flamme en fait, que ce soit la même pour les deux. La cérémonie, pareil.
Mais après, voilà, oui, comme je dis, c'est mon avis. Par contre, au niveau de la logistique et tout, oui, je pense que c'est plus compliqué. Parce que là, faut savoir qu'au village des athlètes, les athlètes ils sont partis quand les paras sont arrivés. Enfin, du coup, je pense que déjà c'est beaucoup. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit 2 fois plus grand. Ça veut dire que du coup, par contre, faut qu'il se soit aussi plus accessible, sachant que là, moi, j'ai appris que c'était pas forcément. Enfin, les athlètes n'avaient pas forcément une douche. Enfin, ils ont dû, par exemple, se la partager. Ou voilà, mais après c'est possible, hein, c'est de l'organisation, c'est tout. Hein, mais d'un point de vue aussi militant, j'entendais que il y avait une envie de ne pas avoir un traitement différent, ça c'est une chose, mais de pas forcément les regrouper parce que justement toute la culture derrière les Paralympiques serait supprimée et serait effacée au profit des Jeux Olympiques, quoi. Et donc voilà, que d'avoir un événement propre de Jeux Paralympiques était important. Moi, je suis plutôt d'avis de ce regroupement et voilà, 2 cérémonies d'ouverture, de fermeture, des porteurs de flammes et une nouvelle flamme qu'on réallume ou quoi. Je comprends pas trop le concept et puis du coup, voilà, il y a eu aussi beaucoup de réactions. Mais qu'est-ce que je vais regarder maintenant que les JO sont finis? Il y a eu vachement d'engouement derrière. En fait, il y a les Paralympiques, quoi, vraiment, et ça arrive derrière et c'est pareil en fait. Si tu vas avoir le même engouement. C'est vrai que ces 2 semaines, moi, je trouve que en fait tout le monde était là. C'est fini et c'est trop long, enfin 2 semaines entre les deux. Enfin après il y a eu du monde et tout, hein, mais c'est vrai que tout le monde était là à dire c'est fini, il y a plus rien à la télé ou enfin voilà, mais non, ça continue. Et voilà, et comment finalement aussi le traitement médiatique et de live serait géré pour ne pas tomber dans quelque chose où en fait on coupe on coupe des disciplines qui sont un peu méconnues et qui font pas trop de spectateurs ou quoi, au profit de grosses disciplines du match France-USA de basket avec les grands géants, quoi. Voilà, comment on tombe là-dedans si concrètement, vous savez bien, vous n'êtes pas... mais voilà, quels sont un peu les éléments de réflexion, de solution, quoi, qu'on pourrait imaginer si regroupement il y avait, comme un bon nombre le souhaiterait. Moi, je pense qu'au niveau de la logistique, c'est des jeux qui ont coûté plus de 8 milliards. On a mis 1,2 milliard pour rendre la Seine potable. Je sais pas ce que ça va changer. Peut-être il y aura plus d'Américains qui se baigneront l'été prochain dans la Seine. Enfin, c'est quand même atterrant. Donc, je pense que si on veut créer 2 villages d'athlètes, en tout cas avec le nombre de places suffisantes pour accueillir les athlètes, quels qu'ils soient, valides ou handi, on peut. Le village des médias, c'est vrai qu'ils auraient coupé beaucoup plus d'arbres dans le parc de la Courneuve pour l'agrandir, peut-être. Mais en gros, c'est la même catastrophe écologique. Non, c'est pas la logistique, mais c'est la question de qui on regarde, quand et comment on en parle et avec quel regard, tu vois, avec quel prisme en fait. Si c'est pour avoir tous les athlètes regroupés et pour finalement mettre le match de foot, parce qu'après il y a aussi les catégorisations de sport, il y en a qui rapportent plus que d'autres. Le match de foot avant, en première ligne, en prime, et avoir le match de C6 foot à 6h du mat. C'est surtout ça en fait, c'est des choix éditoriaux, c'est des choix de rédaction. Ça veut dire que il faut qu'il y ait un contrôle pour moi aussi sur la médiatisation. Il faut qu'il y ait des cahiers des charges avec quand il y a eu des articles dans la presse écrite sur le parler para, genre ce qu'il faut dire, pas dire. Je pense qu'à un moment donné, si on parle encore une fois du geste sportif, on parle de sport, on parle de l'essence de la technicité, de tactique, de stratégie. Enfin, il y a quand même je pense qu'il y a des chartes à mettre en place qui doivent circuler dans les rédactions et qui doivent être, encore une fois, en tripartite, réfléchies avec les athlètes, les fédés et les médias, et comment en fait on crée un événement qui là pourra s'avérer être inclusif, avec ce que ça a de vertueux et pas ce que ça a de cachotier. Alors, on va pouvoir y revenir, mais je vois l'heure qui tourne, donc je voudrais vraiment qu'on aille sur la thématique de la classification.
Sur un épisode de ton podcast, Mélina, c'est Lydie Raher, la conseillère municipale, politicienne, conseillère municipale et militante au sein des Dévalideuses, qui en parle et qui fait un listing avec toutes ces étiquettes aussi affreuses les unes que les autres, en passant d'un chiffre à un autre. Vraiment, tu es de catégorie E11 ou C24? Ah ouais, non, D18 ça passe pas. Bon, je caricature, mais ça fait un peu ça, quoi. Donc, sans rentrer dans trop de détails, est-ce que, Anne, tu peux nous expliquer un petit peu brièvement comment ça se passe pour tes sports et comment ça se passe pour aussi ton cas plus personnel? Alors, moi, du coup, j'ai commencé le basket et le rugby, et puis au bout de 3-4 ans, j'ai été appelée en équipe de France. Donc pour le basket au début, donc j'ai fait 2 ans de stage en équipe de France, 1 an, et on voulait me prendre un compète, et j'ai appris en fait au bout d'1 an que on m'a dit en fait, vu que t'as pas de nom de pathologie, ça passera pas à l'international. Donc faut savoir que au basket donc il y a une classification comme dans tous les sports, donc ça va de 1 à 5. 5 c'est une personne valide, plus on descend, moins on a de fonction. Moi au basket je suis 1 point, donc c'est-à-dire que j'ai le handicap le plus lourd en fait. Donc entre autres, il y en a qui vont avoir des handicaps plus lourds, mais ils vont être de toute façon 1 point en gros. Mais du coup, c'est pas très logique d'un autre côté, quoi. Ça veut dire que aussi, je suis ni handi ni valide. Et en fait, du coup, ces règles-là, elles ont changé il n'y a pas hyper longtemps, il y a plusieurs années maintenant, mais du coup, avant, on pouvait aller à une compétition avec un dossier en fait médical et voilà, arriver sur la compète, on nous classifiait. Maintenant, en gros, on doit envoyer le dossier, et moi, c'est ça qui passe pas parce qu'il n'y a pas de nom de pathologie, en gros. Donc, moi, ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'ai cette maladie-là. Ça fait du coup plus de 10 ans, on a été en recherche. Maintenant, il n'y a plus vraiment de recherche, mais du coup, au niveau international, c'est pas possible. Donc, moi, on m'a dit aussi que c'était déjà bien, je jouais déjà en France. Donc, c'est gentil, mais ils se rendent pas compte, les gens. C'est que, ça change quand même toute une vie, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, à cet instant-là, maintenant, je peux jouer en France, mais du coup, je peux pas faire partie de l'équipe de France à cause de ça. Toi aussi, tu fais partie de disciplines qui sont mixtes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la caractéristique, quoi? Je pense par rapport au rugby fauteuil notamment, qu'est-ce qui fait que quand tu as une équipe mixte, qu'est-ce qui est différent d'une équipe mixte ou pas mixte par rapport en termes de points de temps? Quand on est une fille, en fait, on a un abattement sur notre classification. C'est-à-dire que du coup, au rugby, ça va de 0,5 à 3,5. Moi, je suis 2 points et en fait, je vais valoir 1,5. On a un abattement du coup, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des joueurs avec moins de handicap, avec 0,5 de plus, en gros. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. En gros, une équipe, elle vaut 8 points. Donc elle se joue à 4 joueurs, elle vaut 8 points, et dès lors qu'il y a une femme dans l'équipe, on augmente de 0,5 en 0,5 par nombre de joueuses féminines. Donc on va dire que c'est un peu une forme de discrimination positive, parce que dans l'idée, c'est intéressant d'avoir des joueuses féminines pour pouvoir justement avoir un line-up avec des pointages encore plus hauts que l'équipe adverse éventuellement. Mais c'est variable en fonction de la joueuse en question, et je trouve que c'est toujours un petit peu aux dépens des autres joueurs. En fait, c'est un peu aux dépens de la line-up qui va permettre ça ou pas, quoi. Mais c'est le principe même des classifications. Un joueur n'en remplace pas un autre, et vice versa. Est-ce que de ton avis, ça serait intéressant d'avoir une obligation d'équipe mixte? Je te pose cette question parce que là, au regard des jeux, et notamment donc du rugby fauteuil, beaucoup m'ont demandé si il y avait l'équipe de France féminine qui jouait après. Donc je leur dis, mais c'est mixte comme sport. En plus, pour la plupart, c'est des gens qui me connaissent, donc je trouvais ça bizarre que vraiment ils me demandent ça après 7 ans de pratique de rugby. Je dis, mais quand même, tu sais que c'est mixte. Ah, mais du coup, c'est quand l'équipe mixte?
Je dis, mais ça l'est là. Ah, mais pourquoi en équipe de France, il n'y a pas de femmes? Ah, c'était ça la question. Donc, parce qu'en effet, en équipe de France, et comme je crois l'équipe du Canada, il n'y a pas de femmes. Et dans toutes les autres, il y a minimum une joueuse féminine. Et sur l'équipe d'Australie, il y avait 3 joueuses, la féminine, qui étaient présentes sur le banc et qui ont tourné et qui ont joué. Comment est-ce que tu as un avis là-dessus, toi? Bah, c'est vrai que c'est dommage. C'est juste qu'on n'a pas assez de filles. Enfin, pas assez de filles, où il y en a aussi, là on en découvre encore, enfin c'est des filles justement qui découvrent ce sport-là. Avec les paras, je pense que forcément on va avoir plus de joueuses avec la visibilité, mais c'est ça aussi, c'est que on n'a pas de filles avec même du niveau parce que c'est pas assez développé. Et donc c'est pour ça que nous on crée aussi la Women's Cup dont on parlait tout à l'heure, le tournoi international exclusivement du coup féminin. On peut pas créer d'équipe de France, c'est pareil, parce qu'on n'a pas, en fait, c'est au niveau de la classification, on va pas avoir de gros points, donc c'est ceux qui vont plus porter la balle, mais du coup c'est plus compliqué, voilà. T'inquiète. Est-ce que Mélina, dans les témoignages un peu que tu as eu, enfin en tout cas dans tes recherches, est-ce que tu as pareil un avis là-dessus sur un peu l'obligation de mixité dans des genres de disciplines comme ça, où en fait ce qui pourrait être assez précise, parce que n'hésitez pas à nous interrompre si c'est pas clair, parce qu'en fait Anne et moi on est dans le milieu et du coup c'est hyper simple pour nous de parler de ça, mais c'est sûr que je me rends bien compte que d'extérieur ça peut paraître un peu flou, mais l'idée de ce genre de discipline, c'est qu'en fait c'est le handicap et le degré de handicap, si je puis dire, qui va caractériser la classification qu'on est en termes de joueurs sur le terrain. Donc plus on a un handicap important, plus il y a des difficultés motrices, de déplacement dans l'espace, etc. Moins on va porter le ballon, en gros, pour ce genre de sport-là, et donc plus on va être un pointage assez bas, donc dans les 0,5, 1, 1,5, 2. Et ensuite, plus il y a de capacité physique, motrice, etc., plus on est un porteur de balle principal, et donc là on est sur des pointages plus hauts, en gros. Donc du coup c'est vraiment le type de handicap, on va dire, qui va spécifier la classification qu'on est sur le terrain et quel rôle on va avoir, quel poste on va avoir, et pas tant finalement le fait d'être une femme ou pas, quoi. Même si, donc comme on le disait, la femme, la joueuse féminine, elle va avoir un abattement. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu as Moi, j'ai eu une réaction de me dire, quand Anne-Elisabeth m'a expliqué exactement ce que tu viens d'expliquer, je me suis dit, alors c'est un handicap aussi d'être une femme, puisqu'on a un abattement de 0,5. Ça, c'était ma première réaction. Et puis ensuite, je me suis dit, mais en écoutant Anne-Elisabeth parler, et surtout en la voyant évoluer dans son club où vous êtes plusieurs athlètes femmes, même si vous ne jouez pas toutes à ton niveau, j'ai trouvé ça hyper facile et hyper naturel, en fait, de jouer homme-femme. C'était pas du tout quelque chose qui était questionné, et je me suis dit, mais c'est pas questionné au sein des clubs, donc pour les gens qui en font l'expérience, les athlètes qui en font l'expérience, mais par contre, on est obligé au niveau fédéral encore de mettre un règlement qui vient aussi justifier cette binarité de genre. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi on ne s'appuie pas du terrain pour faire remonter des choses intelligibles et du coup intelligentes, et arrêter en fait de vouloir absolument tout catégoriser. Donc il y a ça. Après il y a le grand mot, qui est aussi le nuage noir du sport, c'est l'équité. On l'a vu avec les personnes intersexes, on l'a vu avec les personnes trans, on l'a vu évidemment avec les handis, dans la mesure où il y a toutes ces classifications et les catégories. Mais malgré les classifications, le sport est inéquitable de toute façon. On est tous différents. Il y a eu un grand débat avec Iman Khelif pendant les Jeux Olympiques, la boxeuse, donc intersexe, hyper androgène, qui s'est faite lyncher sur la place publique en disant que c'était par ses adversaires qui s'entraînent depuis 10 ans avec elle, et qui n'ont rien justifié d'autre que de dire on a eu peur parce qu'il y avait un peu des médias des caméras qui étaient pointées sur elle à ce moment-là. Mais en fait, on crée du débat sur des non-sujets. Le sport est organisé
organisé comme ça. Il y a des réglementations, plus ou moins légitimes et plus ou moins aussi justiciables, on va dire, inclusives. Mais et puis non, il faut sans cesse tout relever pour créer du buzz. Et en fait, c'est que des choses qui éloignent du terrain et qui éloignent des émotions. Et pourtant, ces émotions, elles sont gueulées à corps et à cri. Dans tout ce qui est fait, c'est forcément, ça relève de l'émotion, c'est ressenti fort. Alors, beaucoup les larmes chez les athlètes femmes et un peu plus la bravoure et le panache chez les athlètes hommes, qui ne pleurent pas devant les caméras. Mais voilà, mais en gros, c'est ce que ça m'a fait dire. J'étais hyper contente de rencontrer Anne-Elisabeth dans son club parce que j'ai vu que la mixité était possible et que c'était quelque chose que je questionnais du point de vue de mon sport, parce que moi je joue au foot et il n'en a jamais été question. Et évidemment, on se prenait des rafales quand on jouait face à des équipes masculines, c'était toujours désagréable. Mais je trouve que voilà, il y a un levier, en fait, il y a quelque chose dont il faut se saisir et qui peut éduquer par ailleurs à une nouvelle pratique, quoi, de l'ensemble, de faire du sport ensemble. Ouais, je voulais juste dire, parce que du coup, au basket, par exemple, par contre, moi, je trouve que c'est trop. On a aussi un abattement, mais du coup, c'est 1,5. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Moi, je suis un point, du coup, je vaux au moins 0,5, quoi. Enfin, un point, déjà, ce serait peut-être pas mal, quoi. Mais du coup... Après, pourquoi ils font ça? Il faut savoir que souvent, je le vois quand même plus au basket qu'au rugby, mais des fois, on prend les filles pour leur classification et pas pour leur jeu. Ou enfin voilà, on les prend parce que du coup, on va pouvoir mettre plein de grands avec elles, quoi. Sauf que du coup, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, on m'a déjà demandé pour une équipe et je savais très bien que c'était pour la classification. Et c'est vrai que non, c'est pas le but en fait. Enfin. Si on est là que pour faire jouer les autres, c'est pas ça le but. C'est ça, tu pointes du doigt quelque chose de très très intéressant, ouais. Et à la fois, pour faire peut-être un peu l'avocate du diable, mais je me dis que d'une certaine manière, s'il n'y a pas ces règles, ces réglementations, ces obligations de mixité ou je pense même à d'obligations d'emploi des personnes handicapées, des choses comme ça, en fait, dans la société validiste dans laquelle on est, dans la société sexiste dans laquelle on est, il n'y aurait pas de place en fait. Il n'y aurait pas de place pour des handis, il n'y aurait pas de place pour des femmes, enfin. Ouais. Ouais, parce que là, du coup, je dis ça pour le basket, mais il faut savoir que les filles, dans certains clubs, elles jouent pas beaucoup déjà. Du coup, justement, c'est pour ça qu'on les prend pour la classification. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, du coup, voilà. Aussi bien ma question est sotte, mais on parle de sport handi, mais moteur. Et du coup, moi, il y a une partie de personnes handicapées qui me manque là. Ouais. On est d'accord, hein? Alors, oui. Ouais. Oui. Alors, allons-y. Juste, je fais une petite contextualisation, si tu me compléteras. Mais j'ai en tête donc sur la déficience intellectuelle, enfin le handicap intellectuel, qui a une grosse problématique au jeu passé ou peut-être de Londres ou quoi, avec. Ouais. Mais avec l'équipe, une équipe d'Espagne. Alors vas-y si tu veux. Non, pas plus. Mais en gros, il y avait eu, et donc ils avaient raflé plein de prix, une médaille ou quoi. Et en fait, après, ils se sont rendus compte que c'était des athlètes valides qui s'étaient fait passer pour des personnes avec un handicap intellectuel, quoi. Ok. Et tu te rappelles le nom du film? Non. Ouais. T'inquiète, tu nous rediras plus tard. Et donc en fait. À la suite de ça, la catégorisation, la classification, la catégorisation handicap intellectuel avait été squeezée des jeux pendant plusieurs éditions, je crois, à cause de ce traitement-là, en fait. Donc maintenant, il y a eu des règles, il y a eu les évaluations sont vachement plus poussées. Ils ont retravaillé sur le sujet. Et donc là, il y avait des épreuves avec des personnes ayant un handicap intellectuel et le handicap psychique. Ah, vas-y, prends le micro, s'il te plaît. Ils étaient 6 Français avec un handicap mental ou psychique aux Jeux paralympiques cette année. 6 athlètes sur la délégation française. Oui, c'est ça. Donc ils jouaient sur dans 239 ou 237 ou 239 athlètes français. Et ouais. Bah ouais, ça, forcément. Tu veux dire un truc ?
J'ai toujours envie de dire un truc. Et oui, moi, j'ai vu quelques épreuves par-ci par-là sur les Paralympiques. J'ai vu qu'en effet, moi, je trouvais que la plupart des athlètes handi, on se posait toujours la question de c'est quoi leur handicap, notamment au para-badminton, au para-ping-pong. Enfin, j'ai été dans un centre de rééducation quand il y a eu les Paralympiques et il y avait plein de personnes à côté de moi, mais ils ont un handicap, ils ont quoi, et c'est pas clair. Et c'est vrai que ça revient à cette minorité en fait de 6 athlètes ayant un handicap mental ou psy sur 239 athlètes athlètes français. Et je me demande combien d'athlètes ayant un handicap physique aussi au final, où je pense qu'en fait j'ai l'impression que les Paralympiques, certes c'est pour les handis, mais on va donner la priorité à ceux qui sont le moins handis quand même. Alors c'est très intéressant ça aussi. Alors ça me fait penser à une chose là que tu as dite juste avant. Donc j'oublie pas la réaction, mais juste avant que j'oublie, sur ce traitement un peu de est-ce qu'il est handi ou est-ce qu'il l'est pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légitime qu'il soit là. Ça me fait penser aussi à toute l'énergie qui a été mise par rapport à ce joueur de 2,47 m dans l'équipe de volley assis turc. Je me rappelle plus son nom. Iranien ouais. Ah, équipe iranienne alors. Merza. Ok. Merza. Et où assis, du coup, il mesurait 1,110 m, un truc comme ça. Oui, le bras levé, il fait 1,90 alors que le filet de volley assis est à 1,15 m. Ouais. Et les commentaires étaient très intéressants sur des fois, je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, pas très longtemps, parce qu'après, on vire vite. C'est la panique à bord. Ouais, c'est la panique à bord. Mais c'est très intéressant, ces commentaires, de dire oui, mais c'est pas juste quand même par rapport aux autres. Et puis, en fait, du coup, lui, c'est quoi son handicap quand il est assis? Au contraire, c'est que du plus. C'est très intéressant, avec un point de vue un peu sociologique. Et par rapport à ce que tu disais, est-ce que c'est pas finalement dans les Paralympiques, c'est le moins handicapé qui gagne? Eh ben, moi, en tout cas, de mon expérience au sein du rugby fauteuil, ce que je conçois et ce que je vois aussi d'un point de vue à l'international, les athlètes qui sont les plus recherchés sont les athlètes qui sont amputés. Alors, comme ça, donc amputés, il faut un handicap, on a oublié de le préciser aussi sur le rugby fauteuil, c'est l'une des disciplines où il faut un handicap de 3 membres minimum. Donc, c'est essentiellement, à niveau national ou quoi, des personnes tétraplégies ou assimilées tétraplégies. C'est un sport qui a été conçu par des personnes assez lourdement handicapées, donc c'est un mix de plein de règles. Et donc c'est essentiellement des personnes qui n'ont pas forcément leur tronc, leurs abdominaux, et donc qui poussent d'une certaine manière ou quoi. Donc c'est pour ça qu'on est aussi avec une balle ronde, on fait des passes en avant, etc. Ça c'était pour l'explication très très brève du rugby fauteuil. Mais ce qui est intéressant aussi à un autre niveau, c'est que du coup ce sont des joueurs qui n'ont pas forcément ces spécificités-là, mais qui sont au contraire les moins handicapés, qui sont vachement recherchés. Et voilà, le Graal, c'est l'amputé de 4 membres. Donc certes, n'a pas de doigts, mais en fait, pour attraper un ballon, c'est pas si grave, parce que il a ses abdos, il a ses bras et l'extension de ses bras qui fonctionne très bien. Il a en fait tout le reste de son corps et de ses muscles qui est performant et qui est actif et qui fonctionne comme une personne valide. Et ce truc-là est assez dingue, parce qu'en fait, là, d'un point de vue international, les équipes qui fonctionnent avec ce genre de joueurs-là, donc qui mettent dans les line-up principales, dont on parlait avant, ce sont les équipes qui fonctionnent bien en fait, qui raflent des médailles, l'Australie, le Japon, enfin, le Japon c'est peut-être un peu spécifique, mais et voilà. Alors, c'est pas forcément la solution, mais je trouve que ça revient sur ce que tu dis. En fait, là, on est sur des handicaps moindres entre guillemets par rapport aux autres, et qui eux, pour le coup, ne sortent jamais du terrain. Et eux, on se pose pas la question de est-ce qu'ils vont jouer ou pas, si y a tel line-up ou pas qui est en place. Ils joueront de toute façon. Ils joueront tout le match. Yes.
Bon, moi, je suis arrivée hyper en retard parce que j'étais à un autre truc. Et je trouve ça super intéressant et je voulais vraiment être là parce que ça m'intéresse beaucoup cette question et notamment parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question des personnes trans et intersexes qu'on voudrait éliminer en fait des Jeux Olympiques, alors que pour les femmes intersexes, ça a tendance à être les meilleures. Il y a beaucoup de grandes athlètes qui sont, depuis toute l'histoire du sport, dont on dit qu'elles sont hermaphrodites, etc., parce qu'en fait, il y a de la testostérone. Et en fait, et aussi dans les écoles. Parce que moi, je travaille sur les États-Unis, et aux États-Unis, c'est une grande question de qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants nés garçons qui disent je suis une fille, qui veulent aller au sport avec les filles et qui vont battre tous qui vont avoir des bonnes notes, parce qu'en fait il ne s'agit pas de battre les autres, c'est juste d'avoir des bonnes notes au bac, quoi, l'équivalent, et vice versa, qui vont aller dans les vestiaires avec les filles, gna gna gna, quoi. Et en fait on parle toujours des autres, c'est-à-dire en fait là on n'est pas en train de parler des personnes trans, on ne parle que des autres, de si c'est juste pour les autres, de si c'est confortable pour les autres, de si c'est est-ce que les filles dans les vestiaires, elles vont être à l'aise avec une femme trans? Est-ce que les garçons trans vont mettre... C'est toujours les non-trans qui sont au centre du débat. Et en fait, le sport, en tout cas à l'école, par exemple, c'est fait pour inclure tous les enfants, pour qu'ils aient une activité physique et tout. Et dans le débat, il n'y a pas... mais en fait, c'est juste des enfants. Donc, notre but en tant que prof de sport, c'est qu'ils fassent du sport. On va chercher des solutions à chaque fois. Dans quelle catégorie? Est-ce qu'il faut casser les catégories? Et d'ailleurs, maintenant, en France, jusqu'à la fin du collège, la majorité des profs de sport évitent au maximum de faire les sports qui sont genrés. Tant qu'ils peuvent éviter, ils évitent. Et puis après, les enfants grandissent et là, ils disent que ça devient impossible de les mettre tous ensemble. Parce que ça soit vrai ou pas, j'en sais rien, mais... En tout cas, il y a moins de difficultés avant le collège, notamment parce que les filles grandissent avant le lycée, parce que les filles grandissent vite. Et donc, et je trouve que ce qu'on entend là sur les personnes, les handis, et moi c'est ce que j'ai ressenti en regardant les Jeux Olympiques, Paralympiques, c'est pareil. C'est qu'en fait, est-ce que c'est juste quel handicap ils ont par rapport à quelqu'un qui serait pas handicapé? Est-ce que c'est juste par rapport aux autres? Mais le but, c'est quand même que de promouvoir le sport. Chez les personnes handicapées, c'est pas de savoir qui va gagner, quoi. Enfin, je veux dire, alors moi je pense même que ça devrait être ça, les Jeux Olympiques tout court, hein, mais donc essayer de recentrer le débat sur les vraies valeurs du sport, quoi. Ouais, et puis en plus en général les gens ils s'y connaissent pas forcément. Quand ils vont dire ça, ils vont croire que quelqu'un il est nul. Alors que non, c'est pas parce qu'il est nul, c'est parce qu'il a un handicap plus lourd que quelqu'un d'autre en fait, et ça c'est parce qu'il le sait pas. Un amputé, souvent, comme tu sais, on prend souvent les amputés, et souvent on va croire que c'est limite les handicaps le plus lourd, mais non, justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, les autres ils ont pas les abdos, ils ont pas, mais c'est juste que là c'est plus visible. En fait, vos deux remarques, elles me font penser à la même chose. C'est ce que tu soulevais. Déjà, la première, c'est que ce soit les personnes trans, pour revenir vraiment à ce qui a fait les Jeux autour des sujets sociétaux qui faisaient débat. Donc, les personnes trans, et là, notamment la première trans handi à faire les Jeux Olympiques, l'Italienne Valentina Petrio, qui était en course, qui a fait les courses du 200, du 400. En fait, c'est le rapport, toujours, il n'y a qu'une règle, c'est le médiateur, c'est le rapport à la norme valide. Et la norme de genre, et la norme blanche, en gros, les corps qui se rapprochent le plus de la norme dominante, ce sont les corps qui seront les plus acceptés dans la société, qui auront le plus de droits, le plus de moyens de s'en sortir et de faire carrière. Encore une fois, le sport est une possibilité de carrière, mais moi, dans les sportifs que j'ai interviewés pour mon documentaire, la plupart disent, mais moi, le sport, je prends plaisir à faire du sport. J'ai mené des défis dans ma vie qui sont pas du tout sportifs et qui sont beaucoup plus grands. J'ai repris mes études à 48 ans, j'ai fait un master.
j'ai bouclé une thèse. Certaines me disaient j'en ai marre d'être essentialisée en tant que sportive de haut niveau, avoir fait les Jeux para ou les championnats du monde. Enfin, c'est pas une fin en soi. En fait, la vie, elle est riche de plein de choses et on l'oublie trop souvent parce que il y a toujours ce truc au milieu qui est une sorte d'épouvantail magique qui est la norme dominante et du coup le regard dominant que l'on pose sur ceux qui s'en éloignent le plus. C'est drôle ce que tu dis parce que ça me rappelle. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les Paralympiques, c'est le seul échappatoire pour une personne handicapée. C'est les Paralympiques où tu es foutu. Ah, d'accord. Moi, quand j'ai commencé à aller à dans une salle de sport adaptée, on a vu que je performais un petit peu. Ah ben de suite, on commence à me faire des blagues. Ah ben tu vas faire les Paralympiques, machin. Tu fais, mais je suis un master, j'ai un titre de formateur, pourquoi je parais les Paralympiques en fait c'est fou. En fait, les Paralympiques, comme tu dis, c'est l'essentialisation. C'est pour un handi, il faut faire ça ou tu fais rien et c'est triste. Et souvent, quand tu dis que tu fais du sport, c'est tout de suite du coup, vous faites les paras. Non, en fait, c'est pas parce que je suis handi et que je fais du sport que je fais les paras. Mais là, moi, j'en ai eu plein qui m'ont dit ça. Mais non, je répète pour le podcast, mais ça veut quand même dire qu'on n'imagine pas des handis faire du sport. Et ça veut dire, c'est ce qui fait aussi que l'héroïsation est encore plus grande. Tu disais en introduction qu'il y avait aussi une héroïsation des médaillés valides. Elle est moindre parce qu'il y a aussi quand même ce mythe du sportif écervelé quand même chez les valides. S'il a les muscles, il a pas la tête. Donc quoi qu'il en soit, il y a un moyen de se détourner de l'héroïsation absolue. Alors que vraiment, effectivement, ce que tu disais, je l'ai entendu de nombreuses sportives qui m'ont dit mais si je fais pas les paras, je ne suis rien. C'est comme ça que c'est décrit, quoi. C'est très, encore une fois, binaire. C'est en gros validé par la Fédé. Parce que déjà, t'es sportif de haut niveau, sur les listes ministérielles, que si t'es en équipe de France. Alors que en valide, non, tu peux être sur les listes. C'est ça, t'es licencié en haut niveau, normalement t'es sur les listes. Là, c'est vraiment que si t'es en équipe de France que tu fais partie des listes ministérielles de haut niveau. Pour gentiment conclure, le dernier point sur lequel je voudrais qu'on aille, c'est celui de la problématique autour des moyens financiers mis en œuvre pour promouvoir, valoriser le sport pour tous, le handisport. Là, en ayant échangé avec des arbitres internationaux, les coachs, donc pour prendre l'exemple du rugby fauteuil en étant dedans, mais j'imagine que c'est le cas aussi sur d'autres disciplines, les coachs des équipes de rugby fauteuil, en l'occurrence l'équipe nationale, sont rémunérés au même titre que les coachs de rugby classique, et avec des montants évidemment qui évoluent en fonction du palmarès et de la grandeur de l'équipe et de la discipline, etc. Mais voilà, juste d'un point de vue type, le coach et le staff qui est derrière l'équipe canadienne de rugby fauteuil est rémunéré. Ce qui n'est absolument pas le cas pour la France. On peine à avoir quelques montants pour permettre aux joueurs de pouvoir partir en stage, de pouvoir se retrouver, de faire quelques voyages pour se confronter à d'autres équipes. Mais c'est une réalité très concrète où
où en fait le staff handisport est bénévole. Et le coaching, la prépa mentale, on voit peut-être autre chose, mais en tout cas sur le coaching pur, on est sur des bénévolats, vraiment. Donc forcément, derrière s'ensuit la suite logique des choses. Si moins d'entraînement il y a, moins de qualité d'entraînement il y a, et bien moins de possibilités de médailles il y a. Et si moins de possibilités de médailles il y a, et bien moins de fonds alloués aux équipes il y a. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, comme souvent. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors à vous, toi joueuse, athlète, et toi journaliste, forcément, je devrais poser la question à des politiques, on s'entend, hein, mais vous, ça serait quoi la solution? Ça serait justement la médiatisation, ou à l'inverse, c'est plus de prendre le problème à la source? Bah, moi, je pense la médiatisation et aussi, même les joueurs, hein, c'est compliqué. Il y en a, ils travaillent. De toute façon, tous les joueurs sont obligés d'avoir un travail à côté parce qu'aucun joueur n'est payé en équipe de France, hein, et parce que c'est pas professionnalisé. Et des fois, moi, quand j'ai fait les stages en équipe de France féminine, il y a des filles, elles étaient obligées de prendre des congés pour faire les stages. Enfin, déjà, si on évolue dans le sens où au moins les entreprises peuvent libérer déjà les joueurs pour faire partie de l'équipe de France, enfin, ce serait déjà une avancée. Après, toutes les boîtes, il y a des boîtes qui libèrent et tout, hein, les grosses boîtes surtout. Mais c'est vrai que c'est dommage quand moi j'ai appris ça qu'il y a des filles qui étaient obligées de prendre des congés. Ouais, c'est pas normal, quoi. Moi, je serais pour taxer à hauteur de 1% de tous les salaires des footballeurs et de le redistribuer de sorte à ce que le sport amateur, quel qu'il soit, il soit nourri par évidemment la base, parce que en fait, c'est la problématique, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que déjà, c'est l'intégration dans les clubs, donc l'accueil. Se rendre visible, montrer cette possibilité d'accueil. Ensuite, quand déjà t'as osé pousser la porte pour rentrer dans un club et commencer à faire du sport, qui t'accueille? Si c'est une personne bénévole qui n'a eu aucune formation, qui parfois d'ailleurs peut être validiste, raciste, sexiste, enfin... forcément la personne qui aura déjà pris son courage à deux mains pour faire l'effort de se dire allez, j'y vais, je me lance, elle ne va pas rester. C'est-à-dire que déjà il y a un problème de mise en confiance des personnes, déjà au demeurant juste dans une pratique qui pourrait devenir régulière et qui ne l'est pas. Ensuite, évidemment, il y a la médiatisation qui permet de redistribuer, mais quelle négociation, encore une fois, avec la hiérarchisation des corps, la hiérarchisation des sports. Vous disiez, ils cherchent à recruter des personnes handi avec des catégories de handicap très lourds. Mais ça, on le voit, du point de vue des femmes, il n'y a pas les femmes qui concourent cette année aux Jeux, il n'y a pas de femmes qui ont de gros, très peu, qui ont de gros handicaps, qui ont des handicaps lourds. La plupart, c'est celles qui se rapprochent le plus du corps valide, parce que c'est celles qui le regard qu'on pose sur elles, qui est le regard d'un homme sur une femme qui est censée être désirable et du coup médiatisée, elle s'impose les mêmes empêchements. C'est-à-dire que plus tu as un handicap lourd, moins tu t'estimes désirable du point de vue du regard de l'homme valide, et donc moins tu oses t'extirper aussi de ces barrières. Donc en fait, il y a toute une éducation, et c'est toi qui en parlais très bien tout à l'heure en off, mais la seule chose, elle est là, c'est-à-dire déjà d'éduquer et d'arrêter de sensibiliser au changement du regard, au changement des mentalités à chaque fois qu'il y a un événement, en s'applaudissant comme si on était des sauveurs de l'humanité, alors qu'en fait, il faut rester humble. Juste peut-être pour conclure tranquillement, c'est que j'ai eu l'occasion la chance même, je dirais, de participer aux Jeux paralympiques là en tant qu'arbitre de table, et donc d'être avec toute une équipe d'arbitres et de loger au village paralympique. Olympique paralympique. Et en fait, ce qui était
moi j'ai jamais vécu ça et je pense pas que je le revivrai un jour, mais ce que j'ai vécu là, j'ai vraiment touché du doigt ce que j'imagine d'une vie et d'une société inclusive, vraiment à tous les degrés, tant d'un point de vue d'accessibilité du lieu pur et simple dès lors qu'on passait les portes des checkpoints du village, on arrivait dans des espaces de vie où tout le monde circule librement, aisément et simplement, où toutes les nationalités se rencontrent. Il y avait toutes les délégations qui étaient là présentes, donc les athlètes, mais également tout le staff qui accompagne, tous les volontaires, tous les gens de la Sécu, etc. Et tout ça dans je sais pas combien de kilomètres carrés à la ronde, mais déjà ça c'était fortement agréable, mais aussi d'un point de vue plus dans l'essence même de comment on pose le regard sur les autres, quoi. Et en fait, là, dans un périmètre hyper concentré, il y avait une multitude de handicaps et de personnes handicapées avec des degrés de handicap différents et des handicaps que j'ai jamais vus de mes yeux. Enfin voilà, des choses. On était sur de la creep culture à fond, quoi. Et où les gens circulent dans cet espace, et au début bien sûr qu'on se regarde, on se reluque, et puis en plus c'est des délégations de nationalités différentes ou quoi, donc bien sûr qu'on regarde, on se dit est-ce que c'était telle joueuse de telle équipe, est-ce que c'est tel machin, et en fait petit à petit, mais en très peu de temps, ce truc passe, quoi. Et on est là, et on circule tous ensemble. Et c'est la réflexion qu'on se faisait avec le corps arbitral, donc essentiellement valide. Il y avait que moi qui était handi dans l'équipe. Mais ces gens-là valides, avec qui, pour beaucoup, arbitre telle discipline paralympique, enfin telle discipline handi ou quoi, mais qui en fait n'ont pas forcément trop de connaissances sur le handicap. Et en fait, sont eux-mêmes bourrés de stéréotypes et de validisme, et qui là en fait prenaient conscience de là où ils évoluaient, quoi, et de là où ils circulaient, et je trouvais que c'était vraiment fort à vivre, c'était vraiment fort à vivre, et je trouvais que ça donnait quand même pas mal, d'espoir c'est une chose, mais d'optimisme, quoi, et de se dire en fait si on peut toucher ça à petite échelle j'entends, c'est le plus grand événement du monde, mais dans le sens sur un espace comme ça réduit avec autant de nationalités, de cultures qui se rencontrent ou quoi, on se dit ok, on peut imaginer ça petit à petit qui grandissent, quoi, et voilà, c'était juste le petit point de... Mais donc c'est possible en fait. Et moi là je parle en tant que personne valide. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas meilleure école que de se dire on se retrouve dans un espace public que l'on partage, et on se rencontre, on se raconte, c'est comme quand on dit à un enfant, moi on me répétait ça, va voir ailleurs, va voir ailleurs, quoi, sors un peu de ta zone de confort, et c'est là où en fait où tu t'aperçois que c'est quand même, on est dans un corps et un esprit quand même très étriqué par rapport à toutes les conventions et au conformisme qu'on nous met sur les épaules, et d'où l'éducation, c'est-à-dire ça se réfléchit autrement dans les injonctions en fait faites aux enfants, au lieu de parler de réussite, de médailles, de performance, ça c'est aller sur le terrain de l'épanouissement, de l'émancipation, et elle est collective. Sinon on fait comme Robinson Crusoe, et encore il avait vendredi. Moi, je voulais juste raconter une petite histoire aussi, du coup, un peu du coup en rapport avec ça, parce que du coup, avec mon club, on fait de la sensibilisation dans les écoles aussi, et souvent, du coup, on leur pose la question, pour vous, c'est quoi le pire des handicaps ? Donc la dernière fois, on avait posé cette question-là, c'était une classe de 5e, et donc là, ils nous ont tous sorti tétra, aveugle, voilà, et il y a un jeune qui nous a dit, c'est l'ignorance. Et du coup, je trouve qu'on retrouve dans ce thème-là. Carrément. Il a tout compris, celui-là. Merci beaucoup. Y a pas d'autres questions ? Ok, c'est bon, vous pouvez applaudir maintenant. Dear Valide. people.
people.